vous donneriez une partie de vos revenus pour que ceux avec les revenus un peu moins importants puissent gagner un peu plus d'argent. Je suis prêt à le faire s'ils veulent le faire. J'aimerais bien baisser un peu les impôts de ceux qui gagnent moins d'argent, mais beaucoup de gens me disent ne le faites pas, parce qu'il y avait la déclaration de Bush. Lisez mes lèvres, mais il n'a pas fait ça pour ça. Je ne pense pas qu'on va le faire. Je pense que c'est bien de le faire, mais je ne pense pas qu'on le fera. Il n'y a pas beaucoup de gens qui donneraient, mais ils donneraient pour que les gens qui aient moins d'argent. Il y a certains républicains qui pensent pourquoi les 45 autres États devraient payer des taxes pour réduire les taxes de New York. Ils sont derrière, ils sont vraiment derrière. Ils sont très affectés par tout ça. Il y avait un mauvais management dans ces États, comme en Californie. Il y avait vraiment du mauvais management. Mais nous travaillons dessus pour faire une forme de paix, d'une manière ou d'une autre. C'est une situation très complexe. Nous essayons de travailler autour de ça. Ce n'est pas réglé, mais on va le régler rapidement. Alors, une petite déclaration de Donald Trump dans le bureau Oval alors qu'il était en train de signer des décrets. Toujours énormément de déclarations qui sont parfois un peu confuses. On mélange, on a du mal à s'y retrouver. On se dit que des fois c'est fait exprès. Oh, oui. La référence à Bush, read on my lips, no more tax. Regardez sur mes lèvres, pas plus d'impôts. Donc la question des impôts pour les Américains. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien ces fameuses taxes douanières. Et il l'a dit, d'ailleurs, il a été très clair. Oui, ça négocie de partout, mais les 10%, ils vont rester. Ils vont rester et ça reste encore une fois astronomique. Et c'est véritablement des taux qu'on n'a pas connus depuis plus de décennies entières. En fait, la mondialisation telle qu'on a connue avec la création de l'OMC, c'était justement s'affranchir de ce type de barrière. Alors, on peut tout à fait faire machine arrière, mais quand le navire amiral américain fait machine arrière, il tire avec lui tout le commerce mondial, où il tire la nappe sur la table. Et derrière, nous devons essayer de reconstruire quelque chose qui a un peu de cohérence. Alors, dans le cas de l'UE et des États-Unis, c'est particulièrement compliqué parce que nos économies, nos échanges commerciaux, c'est 30% du commerce mondial. Donc ça a des impacts en pagaille. Il faut espérer un peu de rationalité, un peu de capacité à écouter l'UE. On est très étonné qu'il y ait enfin des propos corrects à l'endroit d'Ursula von der Leyen parce qu'auparavant, Donald Trump a purement et simplement refusé de la rencontrer puisqu'il rencontre des leaders nationaux, absolument pas les représentants de l'UE. On va voir si ça change. Olivier Maltese, vous êtes d'accord, 10% qui restent, c'est énorme? Oui, c'est énorme. Là, on est... Ce que je disais tout à l'heure. Excusez-moi, on va à nouveau écouter Donald Trump. Finissons-en avec cette guerre. C'est mon message pour tout le monde. Merci, merci à tous. Il est venu, il a dit merci. Merci beaucoup. Il est venu pour me remercier. C'est un homme bon, très bon. Mais il est venu pour me remercier. You'd have to ask Tom Homan. Mr. President, do you have a reaction to Bill Gates' comments yesterday that the cuts in USAID will lead to millions of deaths of children around the world? I don't know anything about his comments. Thank you. Thank you. Let's head out. Thank you all. Thanks, guys. Thank you. Let's start moving. Et voilà pour la photo de famille dans le bureau Oval où on a fait le tour des sujets, que ce soit les douanes, les impôts pour les Américains, la guerre, il faut qu'elle finisse. Il y a une déclaration d'ailleurs de Jill Evans qui a dit ça va pas assez vite ces histoires et si ça continue, nous on va aller s'occuper d'autre chose. Et on le sent bien de toute façon avec cette déclaration, ce portrait de famille, Marie-Cécile Neuve, que tout est entremêlé. Que ce soit les négociations en Suisse avec la Chine sur baisser les droits commerciaux, se servir de la Chine peut-être pour faire entendre raison à Poutine. Enfin, tout se joue en même temps en ce moment. Oui, ce qui donne là ce soir plutôt une impression de confusion. Ce soir, comme à peu près tous les soirs d'ailleurs, quand il prend la parole, il faut vraiment prendre le temps de démêler le vrai du faux et surtout
d'écarter l'accessoire par rapport à l'essentiel. Parce que pendant qu'il y a toujours ces petites phrases, ce brouhaha, ce bombardement incessant, ce bombardement de mots, de déclarations contradictoires, il y a un agenda qui avance, il y a un agenda intérieur, c'est-à-dire un programme politique, un projet de société qui avance, qui est très clair, à la fois sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a aussi des forces géopolitiques, soit qui résistent, soit qui ont leur propre logique. Ça avance pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient sur la question ukrainienne et moyen-orientale, par exemple. Mais il est clair que lui continue d'essayer de maîtriser le récit, c'est-à-dire de dire j'ai la maîtrise, tout le monde vient me voir, elle s'agenouille devant moi, on vient me dire merci, on vient me supplier de ceci, de cela, pour donner l'impression, et sans doute à certains égards l'illusion, que c'est lui qui contrôle le monde, mais c'est loin d'être le cas. Mais pour en revenir à ces tarifs douaniers, à cette guerre commerciale qu'il a lancée, on sent aussi qu'il y a un empressement à conclure ces négociations parce que tout de même, ça a un impact sur l'économie américaine. Et là, il va devoir aussi rendre des comptes. Oui, et puis je pense que le principal impact que ça a, c'est pour les entreprises, c'est la capacité d'investir aujourd'hui. Parce que vous êtes une entreprise américaine, vous souhaitez investir, vous ne savez pas aujourd'hui où il faut investir, comment vous positionner. J'ai presque envie de dire... Pour les entreprises, le mieux serait de savoir exactement à quelle sauce ils vont être mangés en termes de droits de douane et pouvoir faire leur stratégie et arriver à investir. Mais là, en attendant, ça bloque l'investissement, ça bloque la confiance, ça fait baisser la confiance des ménages. On a des chiffres de confiance des ménages qui sont au même niveau que pendant le Covid, donc à un moment où tout le monde était confiné, où l'économie mondiale s'était totalement arrêtée, et ça bloque les investissements des entreprises américaines. L'incertitude économique, les marchés financiers détestent. On parlait tout à l'heure du marché des actions, mais aussi le marché des obligations, hein, c'est les bons du Trésor. C'est ce marché-là aussi que regarde beaucoup la Maison-Blanche. Et puis, on commence les négociations au Congrès sur le budget fédéral. Et c'est pour ça qu'il parle des impôts, qu'il lance des petites provocations sur les impôts des plus riches, etc., alors qu'il a promis de les baisser très fortement. Et c'est pour ça que les élus du Congrès, les élus républicains en tout cas, sont vraiment droits comme des i en approuvant tout ce qu'il fait, parce qu'il y a cette promesse de continuer les baisses d'impôts pour les plus fortunés et pour les grandes entreprises. C'est vraiment l'agenda très pragmatique auquel il s'accroche. Et on commence des négociations qui vont sans doute s'avérer très difficiles pour avoir... Bon, pas un budget à l'équilibre, en tout cas pas un déficit ou une augmentation de la dette, ça c'est encore autre chose, mais un déficit qui explose. Parce que si c'est trop en décalage, eh bien il va falloir faire des coupes dans un certain nombre de budgets sociaux, y compris la santé, y compris l'école, y compris des aides sociales, des retraites, etc., qui pourraient pénaliser l'électorat aussi de Trump, et les élus conservateurs vont avoir des comptes à rendre avec leur électorat, et parfois ils se font un peu chahuter dans leur circonscription. Il y a tous ces enjeux-là qu'il faut prendre en compte. Il y a ce vote du budget qui commence à être débattu au Congrès. Merci à vous. Merci de m'avoir accompagné sur cette question de la guerre commerciale. Nous sommes le 9 mai et on va s'intéresser à l'autre terrain de confrontation. On va prendre la direction de Moscou, parce qu'en ce 9 mai, Vladimir Poutine a clairement choisi de montrer les muscles. On vous retrouve sur place à Moscou, Paul Gogo. Bonsoir Paul. Pour les 80 ans de la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie, le chef du Kremlin a choisi tout simplement de faire une démonstration de puissance. Oui, exactement. Alors, c'est l'objectif tous les ans, mais il est clair qu'avec cet anniversaire, ce 80e anniversaire, le président russe a voulu vraiment faire une démonstration assez impressionnante, parce qu'il y a un contexte géopolitique aussi qui l'impose. Et donc, on a vu plus d'hommes que l'année dernière, on a vu plus de blindés que l'année dernière, mais un peu moins que lors du 70e anniversaire. Donc, ce qui pousse certains observateurs à se demander si le Kremlin était en capacité de faire plus que ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, la parade aérienne n'a duré que quelques secondes, puisqu'il y a eu seulement 2 volées d'avions de chasse qui sont passés au-dessus de la place rouge. Et ça, pareil, alors on se demande si c'est parce que le Kremlin manque d'avions, ou peut-être, et ça c'est l'hypothèse la plus probable, le fait qu'il y ait eu des drones ukrainiens qui ont visé la Russie, voire la capitale russe ces dernières heures. Et bien tout ça aurait pu pousser Vladimir Poutine
Poutine a limité l'importance de son défilé aérien. Mais dans tous les cas, les caméras étaient là, les caméras ont bien tout filmé, ont bien montré la place rouge pleine de soldats, ont bien montré qui était présent autour de Vladimir Poutine en tribune. Et finalement, l'essentiel est fait pour les chaînes de télévision russes. Alors Paul, c'est bien aussi d'une autre guerre dont il a été question aujourd'hui. Le président Poutine a célébré, je cite, le courage des soldats russes en Ukraine. Oui, et traditionnellement, le président russe, lors du petit discours, généralement il ne dure que quelques minutes qu'il prononce à cette occasion, eh bien, il ne part pas dans l'international. Il est vraiment sur le souvenir de cette Seconde Guerre mondiale. Il rend hommage à ses soldats et ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Cette année, il y a eu des références plus que claires à cette guerre en Ukraine. Et c'est intéressant parce que j'ai la sensation que depuis quelques jours, depuis qu'on est entré dans cette séquence de cet anniversaire, de ces célébrations, eh bien, le président russe exprime plus clairement que jamais le fait qu'il ait besoin, envie de créer un lien entre la Seconde Guerre mondiale, les nazis de la Seconde Guerre mondiale, et les néo-nazis ukrainiens qui sont considérés comme tels par la propagande russe. Et il a besoin de créer ce lien en ce moment, visiblement, certainement pour remobiliser sa population, certainement pour radicaliser sa population. Et ça, c'est pas anodin. Et à mon avis, c'est une des informations les plus importantes de cette journée et de cette séquence commémoration, c'est que Vladimir Poutine finalement essaye de convaincre sa population que la guerre peut continuer et qu'il faudra être prêt à mourir pour la patrie dans les temps à venir, comme ça a pu être le cas lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que j'allais vous demander, Paul. Qu'en est-il de l'opinion publique russe et est-ce que c'est un défilé pour la convaincre, pour faire vibrer à nouveau la corde patriotique, pour la mobiliser alors qu'elle est lassée de cette guerre ? Alors effectivement, je vous dis ça, et d'un autre côté, on est le 9 mai, donc il y a une exacerbation, on va dire, naturelle du patriotisme et de toutes sortes de sensations idéologiques, pour dire ça comme ça. Moi, la concierge de l'immeuble dans lequel je suis a décidé ce matin, par exemple, d'installer un drapeau soviétique dans l'entrée de l'immeuble. Donc il y a quelque chose de très émotionnel, de très fort aujourd'hui. Mais le fait est que, quand même, cette journée, elle a été très politique, très militaire, mais finalement, il n'y avait pas beaucoup de personnel, il n'y avait pas beaucoup d'humains. Or, le 9 mai, pour les Russes, c'est quelque chose de très important, très sentimental, parce que quasiment tous les Russes, tous les Soviétiques ont perdu des proches pendant cette Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour les Russes. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas eu de terrain, en fait, les Russes, pour célébrer ce souvenir. Ils ont juste eu cette parade militaire à laquelle ils n'ont pas eu accès ce matin. Cette parade militaire a été complètement fermée dans une bulle. Les Russes n'ont pas pu y accéder et l'observer. Et le défilé civil qui a lieu d'ordinaire l'après-midi en Russie, eh bien, il a été annulé. Officiellement pour des raisons de sécurité, mais très probablement parce que le Kremlin avait peur que les Russes descendent avec des photos non pas de leurs proches morts pendant la Seconde Guerre mondiale, mais de leurs proches qui sont morts en Ukraine récemment, et ce qui aurait créé un effet de masse problématique aux yeux du Kremlin. Merci beaucoup, Paul. En direct de Moscou pour en parler sur ce plateau. Elsa Vidal est toujours avec nous. Bonsoir, Elsa. À vos côtés, Antoine Arjakovski. Bonsoir, vous êtes historien spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Vous êtes auteur de Qu'est-ce que la science morale et politique aux éditions du CERF. Merci d'être avec nous. Hugues Pernet également. Bonsoir. Premier ambassadeur de France en Ukraine, merci d'être là. Nous avons toujours Marie-Cécile Nav qui nous accompagne. Et à vos côtés, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou. Claude, j'ai envie de vous dire, Poutine a aussi mis en scène la fin de son grand isolement aujourd'hui. Il a montré qu'il y avait du monde, et du monde qui compte autour de lui. Oui, mais enfin, ça fait 26 ans qu'il préside le même événement. C'est-à-dire que chaque 9 mai, il y a cette parade avec exactement le même protocole sur la place rouge, évidemment avec plus ou moins de blindés, plus ou moins de troupes, plus ou moins de participation étrangère. Et là, l'événement, c'était en effet la présence de Xi Jinping, bien sûr. Mais cette parade, elle a lieu chaque année le 9 mai, dans les mêmes conditions, avec une place rouge complètement verrouillée, puisque le public n'a pas accès. Il n'y a que les invités qui accèdent à la place rouge. Le public est dans les rues latérales et voit les troupes arriver et repartir. Alors effectivement, l'événement, l'autre spécificité, c'est que c'est au bout de 3 ans de guerre en Ukraine que se déroule ce défilé militaire, et que Poutine, naturellement, l'a présenté, suivant le récit qu'il a lui-même inventé, comme la prolongation
de la Grande Guerre patriotique qui avait permis de vaincre les nazis en 1945. Il continue comme si le job n'avait pas été terminé en 1945 et comme s'il y avait encore des nazis aujourd'hui en Ukraine. Donc voilà, la boucle est bouclée. Alors, je ne sais pas ce que pensait M. Xi Jinping en étant assis à sa droite de cette affaire. Moi, je sais quel est l'objectif de M. Xi Jinping. L'objectif de M. Xi Jinping est d'arrimer la Russie à la Chine. Et pour cela, il est prêt à faire beaucoup de choses. Et à faire beaucoup de choses dans le sens de Vladimir Poutine. Ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent, il ne le fera probablement pas, c'est de reconnaître l'annexion de la Crimée à la Russie, l'incorporation de la Crimée à la Russie. Il ne l'a pas reconnu et il n'a pas envie de la reconnaître. Et dans le fond, ça n'empêche pas d'avoir une sorte d'alliance qui n'en est pas une sur le plan militaire, mais effectivement un rapprochement dans lequel le junior partner est en effet le russe. Marie-Cécile Naves, c'est quand même une grande victoire. Rompre cet isolement, montrer au monde que malgré le cordon sanitaire qu'on a voulu mettre en place autour de la Russie, le président chinois, par exemple, est à ses côtés. Il y avait une vingtaine de dirigeants étrangers qui étaient présents. Oui, on se rappelle qu'il y a quelques semaines, Trump était pressenti pour être là le 9 mai. C'est pas lui qui est là, c'est le président chinois. C'est une manière pour le président chinois de dire aussi à l'Amérique que, ok, vous voulez pas qu'on se rapproche de la Russie, vous pensez que vous pouvez nous séparer de Moscou, eh bien, on est là et on peut, sinon vous défier, en tout cas, vous envoyer un message que finalement, vous n'êtes pas seul à avoir des ambitions sur l'ordre mondial. Oui, enfin, c'est quand même les 80 ans. C'est quand même les 80 ans donc de la capitulation allemande. Donc c'est une date quand même symbolique. Et effectivement, Poutine veut se présenter comme étant un interlocuteur de poids sur la scène internationale, comme le fait qu'il pèse à nouveau, mais qui l'a réhabilité sur la scène internationale comme un interlocuteur comme un autre, c'est les États-Unis, c'est l'axe Washington-Moscou. Soyons clairs. Donc bon, c'est finalement tout ceci est assez logique, mais quand même la présence du président chinois c'était pas prévu dans les plans de Washington, je pense. Alors moi, je crois qu'il y a aussi un élément assez important parce que la présentation qu'on fait est un peu gauchie. On se focalise sur le chinois, mais initialement, il devait y avoir le chinois et l'indien, ce qui aurait changé le scénario assez et qui l'aurait rééquilibré d'une autre manière. Il y a d'autre part le brésilien et l'égyptien qu'on passe un peu par perte des profits. Donc on a un peu gauchi la présentation. Et c'est effectivement une démonstration de force. La Russie n'est plus seule. Elle est à la tête de son alliance. Oui, est-ce que c'est des alliances ou des rapports d'affinité? Ça peut se discuter, mais enfin, il y avait plusieurs milliards de personnes représentées par le biais de leur chef d'État à Moscou. Et c'était quand même pas négligeable. Et les Américains ont failli y venir. Vous avez cité Donald Trump. Il a été question de Rubio. Et je pense que Rubio, la question s'est posée s'il y avait eu l'Indien. Il était évacué dès qu'il n'y avait pas l'Indien. Mais l'ambassadeur des États-Unis assistait. Antoine Arjakovski. Oui, moi je ne partage pas tout à fait cette analyse, si vous le permettez. Je trouve que par rapport au 60e anniversaire de la victoire, c'était donc il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait les Américains sur la place rouge, il y avait les Français, il y avait les Allemands, voilà. Et c'était le moment où on se disait que la Russie commençait à s'intégrer. Là, non. Et sauf le respect que j'ai pour le Myanmar, l'Ouzbékistan ou le Vietnam, c'est pas des puissances qui peuvent nous faire peur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au même moment à Lviv, on va en parler tout à l'heure, mais il y a quand même 40 pays du Conseil de l'Europe qui se réunissent pour annoncer un tribunal pour juger un crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Donc c'est un énorme échec pour la Russie. Donc voilà, en plus, le fait que Xi Jinping sorte un papier dans la presse russe pour dire je trouve qu'il faudra un jour que Taïwan fasse partie de la Chine. Bon, c'est l'alliance des gens infréquentables, quoi. Et pour Poutine, c'est aussi une déclaration de vassalité à l'égard de la Chine. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Je trouve qu'il se montre c'est pas une démonstration de force, c'est une démonstration de vassalité. Et donc, quand on sait en plus que le Parlement européen qui a sorti une déclaration il n'y a pas très longtemps pour condamner la politique génocidaire de la Russie en Ukraine, et la Commission européenne avec ce tribunal, et demain les chefs d'État européens à Kiev,
ça montre que le rapport de force a changé. Les Américains ne sont pas venus. Zelensky parle à Trump. Trump ne parle pas à Poutine depuis 2 jours. Donc c'est ça que je voudrais ajouter. Elsa, quand même, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits côté américain pour amorcer ces discussions, pour arriver à quelque chose, pour négocier un cessez-le-feu. On va y venir par la suite. Mais la réponse de Poutine, aujourd'hui, elle est quand même extrêmement belliqueuse. Quand il félicite les soldats russes en Ukraine, c'est extrêmement belliqueux. Oui, alors il y a des messages à des auditoires assez différents, je pense. Il y a des messages adressés d'abord à la population russe et aux populations soviétiques, qui sont effectivement des messages de puissance, des messages de détermination et de capacité à tenir face au monde, à l'Occident, généralisé et présenté comme un ennemi fasciste, hérité de l'Allemagne nazie. Ça, c'est le premier message, encore une fois, à un auditoire bien défini. Après, l'intervention de la Chine en soutien à ce révisionnisme historique, c'est quand même assez nouveau. Et le fait que la Chine se positionne en disant qu'elle a été aussi un acteur de la victoire contre le fascisme, en désignant le Japon comme un ennemi, ce qui est véridique en termes historiques, mais en faisant ce parallèle qui accuse les Occidentaux d'être aujourd'hui les héritiers de ce fascisme, c'est quand même amené un poids diplomatique assez fort. Il y a des troupes chinoises qui ont défilé aujourd'hui. Moi, j'ai le sentiment qu'on se retrouve un peu dans la configuration des non-alignés, enfin une configuration très guerre froide, au parfum de guerre froide, avec un effet de on rembobine. 80 ans, on dit souvent en Russie en avant vers le passé. C'est pour signifier ce sentiment de nostalgie cultivé par le pouvoir. Alors, ce sont des amalgames faits pour galvaniser les populations. Le réel, c'est qu'effectivement, en face, on trouve les Européens qui avaient été annoncés divisés autour de l'Ukraine, qu'on a annoncé se débandant assez rapidement, et qui, pour l'instant, font quand même front commun et ont même réussi à remonter le courant de la diplomatie américaine pour pouvoir parler aujourd'hui d'un projet de paix, d'un plan de paix alternatif américano-européen. On partait pas gagnant et ça, on l'a réussi. Donc, balle au centre. Antoine Arjakovski. Oui, ce que je voudrais rajouter aussi, parce qu'on ne peut pas ne pas réagir au discours de Poutine sur la place rouge aujourd'hui, lorsqu'il a dit que la vérité et la justice étaient de notre côté. Et plus c'est gros, et plus ça marche en termes de propagande. Ah oui. Que quelqu'un comme Poutine dise que la justice est de son côté, lui qui est poursuivi par la Cour pénale internationale, je crois que de moins en moins les gens peuvent le suivre. Même chose sur la vérité, que la vérité soit de notre côté, alors qu'on sait que la propagande russe fait des mensonges énormes en disant que la Russie était la victime, alors que chacun sait que le pacte Molotov-Ribbentrop, c'est l'Union soviétique qui a été à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale, que la Russie était seule, alors qu'on sait que les Ukrainiens et tous les peuples soviétiques ont combattu, et les Ukrainiens ont perdu 8 millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été rappelé hier à Kiev. Et troisième mensonge, que l'Union soviétique a libéré l'Europe. Là encore, les Lituaniens, les Baltes, les Polonais sont vent debout. D'autant plus qu'aujourd'hui, Lavrov signe une préface à un bouquin d'histoire qui nie l'existence de la Lituanie et de la langue lituanienne en tant qu'État. Absolument, absolument. La vie de l'Ukraine. Voilà, donc ça veut dire on peut plus adhérer à la propagande russe. Poutine a essayé d'en remettre une couche aujourd'hui, mais je crois qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent adhérer, non seulement chez nous, mais aussi en Russie. Luc Pernet, vous vouliez réagir? Non, moi j'écoutais. Non, ce qui me préoccupe moi dans ceci, c'est que on est à un moment où on est en train d'essayer de bâtir non pas une paix mais un cessez-le-feu qui pourrait déboucher sur des discussions de paix, mais c'est bien loin. Et Poutine se met dans une position maximaliste, c'est-à-dire que en vantant les capacités de ses forces armées, il risque de commettre une erreur stratégique. Et ça, je pense que c'est assez grave, c'est-à-dire qu'il risque de croire qu'il sera capable, dans un proche avenir, de remporter un succès sur le terrain. Et là, il est dans une position assez compliquée à l'intérieur. Parce qu'en vantant les forces armées, en assistant à ce défilé qui montrait la force théorique de cette armée, il va être un peu obligé de répondre à une pression militaire. Et il risque de faire une erreur stratégique. Mais la réalité, il me semble, et il y a quand même un élément en faveur de cette position de Vladimir Poutine, et nous sommes fautifs. Je m'explique. Le fait est que
en ayant systématiquement peur de porter des coups forts à l'armée russe, parce que nous craignons, un peu comme à la fin de l'Union soviétique, un effondrement de la Russie, eh bien, nous n'avons pas permis de victoire significative de l'Ukraine. Et objectivement, ni la Russie ni l'Ukraine n'ont perdu cette guerre. Alors dans ce cas-là, elles sont toutes deux en droit d'espérer la remporter. Il n'y a pas de raison de s'arrêter à l'heure actuelle. Et faute de défaite sur le terrain militaire. Il faut une défaite sur le terrain militaire. La situation n'est pas mûre. Elle n'est pas mûre. Et justement, Poutine risque de croire qu'il a les moyens. Et ce serait une erreur. L'élément nouveau depuis l'arrivée de Trump au pouvoir à la Maison-Blanche, c'était quand même que les États-Unis semblaient avoir envie peut-être de changer de camp et finalement de privilégier le rétablissement de relations de coopération, et notamment dans le domaine économique, avec Moscou. Alors la vraie question maintenant, aujourd'hui, c'est est-ce que Poutine s'est aliéné Trump, ou est-ce que la conversation, la romance entre Trump et Poutine peut continuer? Il semble bien que le dialogue continue en réalité, de façon discrète. Et effectivement, Trump, à nouveau, a mis un ultimatum. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu de 30 jours. C'est la position aussi des Européens, c'est la position de Zelensky depuis pas mal de temps. Sinon, on va voir. Sinon, dans le fond, on se retire. Mais on se retire, ça veut dire qu'on sanctionne les Ukrainiens. Claude Blanche-Maison, excusez-moi. Priorité au direct, parce que nous allons retrouver notre envoyé spécial, Thierry Arnaud. Il se trouve dans le train avec le président Emmanuel Macron qui prend la direction de l'Ukraine. Vous allez à Kiev. Racontez-nous. Oui, bonsoir Karine. Effectivement, 23h30, ils s'étaient mis d'accord, ces chefs d'État et de gouvernement, pour faire l'annonce de ce déplacement spectaculaire, précisément à la minute où je vous parle. Ils sont dans quelques wagons, un peu plus loin que moi, tous les trois, le président Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, à préparer ce voyage. Ils seront rejoints également par le Premier ministre polonais Donald Tusk, qui sont attendus demain matin à Kiev. Dans ce long communiqué qu'ils publient à 7 minutes, ils expliquent venir à Kiev pour manifester leur soutien sans faille à l'Ukraine, victime d'une invasion, disent-ils, illégale, sauvage, d'un véritable carnage. Et donc ils ont au fond deux objectifs en venant ici: manifester cette solidarité d'une part, et puis d'autre part, travailler à la paix, travailler à un cessez-le-feu. Alors, à leur programme de la journée, lorsqu'ils arriveront à Kiev dans quelques heures maintenant, ils iront se recueillir sur la place des héros, sur cette place Maïdan, et puis ils participeront ensuite à l'invitation de Volodymyr Zelensky à un sommet pour préparer cette force de sécurité, cette force d'appoint maritime, aérienne, terrestre, qui devra soutenir l'Ukraine une fois la paix négociée. Ce sera un sommet auquel, évidemment, ceux qui sont là participeront physiquement. Il y aura également de nombreux participants européens par visio. C'est ce qu'on a entendu Emmanuel Macron annoncer depuis Nancy il y a quelques heures maintenant. Et puis, la fin de la journée devrait se passer dans les rues de Kiev avec ces chefs d'État et de gouvernement qui se rendront au contact des Ukrainiens. Merci beaucoup Thierry Arnaud, restez avec nous, on va revenir vous voir, on a plein de questions à vous poser sur ce qui se passe dans ce train, c'est quelque chose d'historique qui se passe, j'ai envie de vous faire un tour de plateau pour avoir votre avis, c'est un sommet historique qui va se faire. C'est le contre-sommet, le sommet des alliés de l'Ukraine, ceux qui enfin prennent en charge la sécurité, l'indépendance, et encore une fois la sécurité de l'Europe en liant le destin de l'Europe à celui de l'Ukraine, quelque chose qui a pris près de 3 ans pour mûrir, mais c'était peut-être à la mesure du changement que cela signifie, puisque pendant près de 40 ans, la priorité des relations avait été donnée à celle entre l'Europe, quasiment les pays d'Europe, et Moscou. Aujourd'hui, la guerre a fait basculer ces alliances et nous entrons dans une nouvelle page de notre histoire collective. Hugues Pernet, j'ai envie d'avoir quand même votre ressenti, vous qui avez été le premier ambassadeur en Ukraine. Tout d'abord, c'est un message de soutien à l'Ukraine qui est exceptionnel. C'est effectivement, en plus, dans une période difficile, parce que les Ukrainiens avaient menacé quand même le défilé du 9 mai. Les Russes pourraient faire la même chose, mais ils ne le feront pas. Excusez-moi, Hugues Pernet, je commente en même temps parce qu'on voit les images qui ne sont pas des images en direct, bien évidemment, au vu de la sécurité qui entoure tous ces chefs d'État qui se rendent en Ukraine. Mais on voit Emmanuel Macron, donc, quand il s'apprête à monter dans ce train. Je le rappelle, à ses côtés, il y a le chancelier allemand, le Premier ministre britannique, le Premier ministre polonais. Ce sont des images d'histoire que nous voyons. Donc c'est un message de soutien à Kiev, c'est un message à Moscou,
important, mais c'est aussi un message à Washington. Parce que tout le problème que nous avons actuellement, c'est que nous luttons, surtout M. Zelensky, qui est remarquable, c'est qu'il lutte sur deux fronts. Il lutte sur le front de la guerre avec la Russie, et il lutte sur le front diplomatique avec les États-Unis pour essayer de restaurer un rapport qui s'est amélioré. Les relations se sont normalisées, mais elles ne sont pas encore excellentes. Guillaume Ancel, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci de nous avoir rejoints, ancien officier et chroniqueur de guerre. Merci d'être avec nous. Antoine Arjakovski, vous vouliez réagir? Oui, je veux réagir parce qu'aujourd'hui, il y a cette visite historique, je suis bien d'accord avec ça, mais il y a eu aussi un tweet important d'Emmanuel Macron dans lequel il dit « La Russie doit accepter un cessez-le-feu ». J'attends qu'elle en fasse de même, donc comme l'Ukraine. À défaut, nous serons prêts à réagir fermement avec tous les Européens et en étroite concertation avec les États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a des informations très importantes. Et là. il parle de sanctions économiques massives. Voilà. Mais à mon avis, pas que. Dans l'idée de fermeté d'une coalition de pays volontaires qui se rendent à Kiev en solidarité avec l'Ukraine. Et si la Russie n'accepte pas le cessez-le-feu, est-ce que ça ne veut pas dire que cette coalition est prête à aller plus loin et à venir en Ukraine pour veiller en concertation avec les États-Unis à surveiller ce cessez-le-feu. Et en même temps, je vous laisse commenter cette photo, Guillaume Ancel. C'est une photo qui a été prise dans le train, qui a donc été tweetée par Emmanuel Macron sur X. C'est une photo qui nous rappelle bien des photos de nos livres d'histoire. En fait, on a l'impression qu'on pourrait être à une commémoration de la libération contre le nazisme, hein, puisqu'on voit les premiers ministres, ou en tout cas les chefs d'État polonais, britanniques et allemands autour du président français. De l'Allemand les démocrate. Alliés, une Allemagne démocratique bien sûr, mais la Russie d'aujourd'hui, la Russie de Poutine, à mon avis, beaucoup plus fasciste que celle qui dénonce. Donc c'est un peu choquant de l'entendre faire le parallèle entre la libération contre le nazisme et sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un état-major d'un poste de commandement allié, de personnes qui se sont mises d'accord et qui vont pouvoir contrer ce qu'a fait Poutine. Attention, les négociations avec Donald Trump battent leur plein. Et par conséquent, tout ce qui est fait actuellement autour des commémorations et demain à Kiev, ce sont autant de signaux qui atterrissent sur la table de négociation, parce que la grande énigme pour Donald Trump, c'est pourquoi est-ce que Poutine n'a pas raflé la mise comme il le proposait. Et donc il faut qu'on arrive à résoudre cette question. C'est incompréhensible que Poutine n'ait pas pris la proposition de Donald Trump qui lui concédait énormément. On va retourner dans ce train, retrouver Thierry Arnaud qui est dans ce train qui chemine vers Kiev avec ses dirigeants pour cette réunion, ce sommet historique. Racontez-nous ce voyage, racontez-nous l'ambiance dans ce train et on imagine une sécurité forcément hors norme. Oui, assez exceptionnel. Avant ça, deux précisions, Karine, si vous le permettez. Donald Tusk n'est pas à bord de ce train. Et en réalité, l'image que vous montrez tout à l'heure, il y a quelques instants, vous les voyez tous les quatre autour d'une table, c'est à l'aéroport. Avant le départ vers l'Ukraine, avant le départ de ces trains, il se trouve que le Premier ministre polonais, qui est ici, enfin qui était, on est en Ukraine désormais, mais qui était au Pologne chez lui au départ de ce train, a choisi un train séparé. Donc au moment où je vous parle, ils sont trois autour d'une table, à 2 ou 3 wagons de moi devant, dans des tenues plus décontractées que celles que vous voyez à l'image. Et ils sont en train de discuter, donc le président Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Et elle est vraiment extraordinaire, effectivement, l'ambiance de ce train, évidemment, Karine, parce que au moment où je vous parle, eh bien, on est dans ce train, dans ces petits compartiments, avec des couchettes pour tous les journalistes qui accompagnent les délégations. La délégation française, elle est devant moi, les délégations allemandes et britanniques, elles sont derrière moi, et par conséquent, bien, lorsqu'ils sont allés voir le président Macron, on a vu dans le couloir, tout à côté de nous, passer le chancelier allemand, entouré de quelques conseillers. 1 heure plus tard, on a vu Keir Starmer passer, se frayer un chemin au milieu des journalistes qui bavardaient dans ce petit couloir étroit. Donc, effectivement, ce sont des circonstances assez exceptionnelles de voir ces dirigeants, ces chefs d'État et de gouvernement passer dans les couloirs de ce train de nuit pour aller discuter de cet avenir de l'Ukraine. Un autre point, si vous permettez, peut-être plus sur le fond cette fois, je vous entendais discuter de ce cessez-le-feu de 30 jours. Et ça, c'est une dimension vraiment très importante parce que ils veulent saisir l'occasion, ces dirigeants européens,
de cette perche tendue par Donald Trump qui, depuis jeudi, explique que les États-Unis sont désormais favorables à un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. C'est ce que réclamait l'Ukraine, c'est ce pourquoi poussaient les Européens. Et contrairement à ce qui se passait ces dernières semaines, ils ont désormais l'impression de pouvoir être alignés avec les États-Unis pour exercer une pression sur la Russie. Donc ils veulent vraiment se saisir de ce moment et de cette occasion demain pour montrer qu'évidemment les Européens sont unis et engagés derrière l'Ukraine d'une part, mais qu'également ils sont désormais capables de dire avec une certaine crédibilité, soutenue par les déclarations du président américain, que désormais ils font front uni avec les États-Unis. Et ça donne encore un relief supplémentaire à ce déplacement spectaculaire historique qui est en train de se dérouler. Merci beaucoup Thierry. On revient vers vous dans quelques instants, Marie-Cécile Nave. Oui, front uni avec les États-Unis, c'est du langage diplomatique parce qu'en fait, les États-Unis, quand ils disent si ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaite, on va se retirer d'Europe, ce qui laisserait toute la marge de manœuvre à Poutine. Parce que je pense que les choses sont négociées depuis longtemps entre Trump et Poutine, mais que Poutine fait monter les enchères. Les images qu'on voit là s'inscrivent dans le projet d'autonomie stratégique appelé des vœux du président français depuis des années. Maintenant, voilà, il y a le chancelier allemand, etc. Et c'est historique aussi parce que, alors déjà, cette autonomie stratégique, elle avance. C'est aussi dans le retournement idéologique de doctrine de l'Allemagne, qui a compris qu'elle devait arrêter sa position atlantiste parce que les États-Unis donnent quand même globalement des signes d'abandon de l'Europe, il faut le dire. Les sanctions que Trump laisse entendre vis-à-vis de Poutine, ça reste quand même très léger. Mais évidemment, le langage diplomatique européen consiste à dire que le travail continue avec Washington, bien sûr. Claude Blanche-Maison, c'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron se rend en Ukraine. La première fois, c'était en 2022. Là, il n'y va pas seul. C'est quand même extrêmement important. C'est du jamais vu depuis que la guerre en Ukraine a commencé. C'est aussi la réponse au défilé du 9 mai qui se déroulera demain à Kiev. Le tout accompagné de cette déclaration d'Emmanuel Macron à la télévision polonaise, qui était assez claire sur la feuille de route. Un cessez-le-feu de 30 jours. Oui, alors effectivement, ce voyage tout à fait extraordinaire intervient juste après la signature d'un accord de défense entre la France et la Pologne, qui est quand même quelque chose, d'un événement majeur. Cet accord a été signé à Nancy, et les deux signataires de cet accord donc sont rejoints dans ce train par le Premier ministre britannique et par le chancelier allemand. C'est effectivement les quatre qui sont nécessairement les plus impliqués dans ce qui va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains jours. En effet, pour apporter des garanties à l'Ukraine, notamment de lui apporter des garanties lorsqu'on aura réussi à trouver les voies d'un cessez-le-feu. Alors le cessez-le-feu, effectivement, est-ce que Poutine va l'accepter? Moi, j'ai été surpris, en effet, qu'il n'ait pas accepté, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que c'était finalement une offre qui ne l'engageait pas beaucoup, mais je crois qu'il n'a pas accepté parce qu'il a peur de ses ultras à Moscou. Il a aussi ses ultras. Donc il a présenté la trêve de Pâques comme une trêve religieuse et humanitaire. Il a présenté les 3 jours comme un truc pour avoir la paix dans son défilé, donc favorable aux militaires. Et il n'a pas osé, dans le fond, dire banco sur un cessez-le-feu de 30 jours qui n'engageait à rien, puisqu'il n'y a personne pour surveiller le cessez-le-feu, puisque évidemment le sujet est tabou, y compris chez nos militaires, c'est qu'on ne discute pas de la force neutre qui mettrait en œuvre ce cessez-le-feu. On parle des forces de réassurance, mais ça c'est autre chose. Elles ne seront pas sur la ligne de front. C'est pour plus tard, et ça concerne les 4 pays qui sont dans le train. On va revenir sur ces mots que vous voyez en bas de votre écran, qui sont donc d'Emmanuel Macron via les réseaux sociaux, en route pour l'Ukraine, pour l'Europe. Chaque mot est important. Et c'est magnifique, et j'ajouterais que c'est courageux. Parce que moi, j'ai vu une dépêche aujourd'hui de l'ambassade des États-Unis à Kiev, demandant à tous les Américains et à toute la population de se protéger, parce que la trêve prend fin demain, celle qui avait été pas respectée du tout, mais elle prend quand même fin demain. Et donc, ils promettent un déluge de bombes pour se venger de la panique qui a eu lieu à Moscou hier, à cause des drones ukrainiens et avant-hier. Donc la réaction va être extrêmement violente d'après l'ambassade des États-Unis. Et donc le fait que ces chefs d'État se rendent à Kiev et que ces journalistes
aussi se rendent à Kiev de façon extrêmement courageuse. Je trouve que c'est la marque justement de l'Europe, de la civilisation européenne qui défend ses principes à n'importe quel prix. Il faut noter aussi d'un point de vue strictement militaire que ce ne sera pas affiché, mais que c'est une évidence pour eux. Que si les Ukrainiens ces derniers jours ont pu frapper des cibles assez sensibles en Russie, c'est parce que les Russes avaient démonté un certain nombre de systèmes de défense pour les emmener à Moscou. Mais il n'y a qu'un seul pays qui est capable de faire cette cartographie et de dire aux Ukrainiens où est-ce qu'il faut frapper et surtout quelle route il faut utiliser pour ne pas se faire dessouder leurs drones. Ce sont les Américains. Donc c'est Trump qui a donné l'autorisation et les moyens aux Ukrainiens d'aller frapper en Russie ces derniers jours. On va retrouver Thierry Arnaud qui se trouve à bord de ce train historique en route pour l'Ukraine, en route pour l'Europe. Thierry, expliquez-nous exactement quel est le programme de nos dirigeants. Alors exactement, Karine, je ne vais pas tout à fait pouvoir le faire parce que les conditions de sécurité sont draconiennes, comme vous l'imaginez, et le programme ne sera révélé qu'au fur et à mesure. On s'attend toutefois à deux grandes étapes qui, elles, pour le coup, sont connues lorsqu'ils arriveront, après avoir été accueillis sur le quai de la gare à Kiev d'ici 7-8 heures maintenant. Ces chefs d'État et de gouvernement se dirigeront vers la place Maïdan, vers cette place des héros pour rendre hommage à toutes les victimes. Alors que je vais me pousser parce que j'ai le sentiment qu'une partie des entretiens est en train de se terminer et que juste derrière moi, vous allez voir passer le Premier ministre britannique et le chancelier allemand qui se dirigent vers leurs délégations respectives. Donc ça veut dire, vous le voyez avec son pull bleu, voilà, tout ça en direct sur BFM TV, ça veut dire que Keir Starmer, Emmanuel Macron et le chancelier allemand se sont entretenus tous les trois pendant 40-50 minutes à peu près, 1 heure d'entretien en tête-à-tête auparavant entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand. Donc vous voyez qu'il y a un vrai travail de préparation qui s'est fait dans ce train avant que chacun regagne sa couchette pour essayer de prendre un petit peu de repos avant le programme de demain. Donc je vous le disais, le début de ce programme de demain, c'est le rendez-vous sur la place Maïdan, l'hommage aux héros, aux victimes ukrainiennes de cette guerre. Et puis ensuite, on se dirigera vers le palais présidentiel pour une réunion avec le président Zelensky, une réunion de soutien des Européens, ceux qui seront présents physiquement, ceux qui seront présents virtuellement. Il y aura ensuite une conférence de presse et puis dans l'après-midi un programme qui est encore à déterminer, bien sûr. Mais en attendant, voilà, on est dans ce train pour quelques heures encore et on sera à Kiev demain matin, je vous disais, vers 8 heures environ. Une visite évidemment spectaculaire, même s'il y a un précédent bien sûr qui incite à la prudence. On se souvient d'un autre voyage historique, c'était en juin 2022. À l'époque, étaient arrivés ensemble à Kiev le chancelier allemand de l'époque, Olaf Scholz, le président du Conseil italien, Mario Draghi, et Emmanuel Macron. Ça avait suscité beaucoup d'espoir. Et malheureusement, il n'avait pas sorti grand-chose de concret. On voit bien que les ambitions sont beaucoup plus fermes aujourd'hui. On verra s'il y a des débouche sur des résultats concrets demain. Merci beaucoup Thierry. Alors bien évidemment, il y aura la feuille de route, il y aura les résultats. Mais avant cela, il y a ce moment incroyable qu'on vit ensemble, Elsa Vidal. Thierry Arnaud qui croise le Premier ministre britannique dans un train. Ces chefs d'État qui vont demain à l'aube arriver ensemble à Kiev pour l'Europe. Qui vont se rendre donc sur cette place, cette fameuse place où aussi la population ukrainienne s'est réunie à plus de 2 reprises pour demander plus de liberté et de pouvoir rejoindre l'Europe. Parce qu'en 2013, la contestation du président pro-russe Yanukovych était justement parce qu'il renonçait. Et en même temps, Elsa, ces images du train, effectivement, voilà. Là, c'est un peu plus informel que la réunion qui avait lieu à l'aéroport. On voyait... Voilà. Et il y avait un premier voyage en train en juin 2022. Il avait été beaucoup reproché, Emmanuel Macron, de ne s'être pas rendu à Kiev. Il s'y était rendu avec Olaf Scholz, avec Mario Draghi et avec le président roumain, Iohannis. Cette fois-ci, c'est dans un état d'esprit quand même très différent. L'Europe d'aujourd'hui et l'Europe de juin 2022 ne sont plus les mêmes. On a passé des étapes que nous n'avions pas passées pendant près de 80 années. La question d'une défense européenne, la question effectivement aussi des limites de l'Europe et peut-être de l'OTAN, avec celle de l'adhésion de l'Ukraine qui se profile maintenant, nous ont projeté dans un présent tout à fait différent. Et puis, une fois qu'ils seront en Ukraine, ils iront aussi probablement au mur, le mausolée qui jouxte la place Maïdan, où on a tous les portraits, des portraits collés aussi par les familles de proches perdus au combat, où il y a des bougies votives, tout le monde s'y rend et prend des photos. C'est un endroit extrêmement émouvant. On voit aussi, non loin de cette place, des équipements militaires russes qui ont été détruits. Les Ukrainiens et les habitants de Kiev vous les montrent souvent. Il pourra aussi se rendre compte de la fréquence
conséquences des alertes aériennes, la manière dont on vit à Kiev avec ce système, encore une fois, de vie où on passe de nombreuses nuits dans les bunkers. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'on voit s'afficher au fur et à mesure toutes ces photos, là postées juste avant par le Premier ministre polonais, là par le chancelier allemand. Juste avant, on avait ces images très informelles dans le train. Claude Blanche-Maison, vous qui avez l'habitude de ces coulisses, qu'est-ce que ça vous dit, ces images ? C'est une image très forte, effectivement. Ça veut dire que les trois principaux pays européens au sens large, puisqu'il y a bien entendu la Grande-Bretagne, il s'agit de défense, vont prendre sous leur protection l'Ukraine libre. Appelons-le comme ça, c'est-à-dire l'Ukraine qui n'est pas occupée par la Russie. Et c'est ça l'avenir. C'est comment va-t-on s'organiser pour prendre sous notre protection l'Ukraine libre. C'est un sujet extrêmement compliqué parce qu'on a besoin sans doute d'une garantie américaine pour tous les motifs qui ont été expliqués tout à l'heure, de renseignements notamment. Et c'est le sujet, c'est ce qu'il y a derrière cette photo. Hugues Pernet, votre émotion, forcément, face mon à ces émotion, images. elle est forte, mais je voulais rappeler quand même un point un peu d'histoire. C'est qu'il y a eu 3 ans de guerre et on a pris conscience de la nécessité de créer une Europe de la défense, non pas à cause de la montée en intensité de la guerre en Ukraine, mais à cause de la défection américaine. Et donc, il faut quand même remettre les choses un peu en place. Salvateur. Absolument. Mais, oui, mais enfin, simplement, c'était juste pour faire un point d'ordre. Alors, on va reprendre la direction de ce train pour retrouver Thierry Arnaud qui nous commente l'histoire en marche, en quelque sorte. Thierry, un train et des dirigeants européens qui mettent Vladimir Poutine au pied du mur. Oui, écoutez, les choses sont parfaitement claires de ce point de vue. On n'a pas choisi cette date par hasard, évidemment, le 10 mai, c'est le lendemain du 9. C'est la réponse par l'image aux images qui nous sont parvenues depuis Moscou tout au long de cette matinée. Et bien sûr, la volonté de montrer par ces images que l'Europe est aux côtés de l'Ukraine, aux côtés de Volodymyr Zelensky, et qu'elle s'engage très concrètement, ce qu'on appelle cette coalition des volontaires conduite par la France et par le Royaume-Uni. Elle va à nouveau parler de moyens militaires supplémentaires, terrestres, maritimes, aériens, mis à la disposition de l'Ukraine pour garantir sa sécurité. Et puis elle veut faire monter aussi la pression. Emmanuel Macron l'a dit aujourd'hui publiquement, notamment dans une interview à la télé polonaise, où il explique qu'il faut des sanctions massives contre la Russie si elle n'accepte pas rapidement le cessez-le-feu de 30 jours que défendent désormais d'une même voix les Ukrainiens, les Européens et les Américains. Merci beaucoup Thierry. Il nous reste une minute. Une minute, un mot chacun pour commenter ce moment. Vas-y. Un moment historique et qui se double de déclarations aujourd'hui sur le fait que ce cessez-le-feu, on le veut vraiment et on va le vérifier. Et donc, c'est ça que vont dire demain, je pense, les dirigeants européens. Et ça, c'est la marque d'une nouvelle étape dans la guerre russo-ukrainienne. L'Europe s'affirme en tant que puissance et semble prête à s'assumer. Une question cruciale devant nous, c'est est-ce que Poutine peut sortir de la guerre ? Claude Blanche-Maison. Je crois qu'en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, les 4 principaux pays qui ont les principales forces militaires en Europe s'organisent pour prendre sous leur protection l'Ukraine libre. Le cessez-le-feu, c'est la première étape. Ensuite, c'est la paix durable. Ça prendra du temps, mais les garanties de sécurité, non seulement pour l'Ukraine après un éventuel cessez-le-feu, mais pour l'ensemble de l'Europe, c'est ce qui se joue en ce moment. Hugues Pernet. Une Europe à géométrie variable qui se renforce dans le domaine de la défense. C'est un élément essentiel. Espérons qu'on puisse le concrétiser. Merci à vous de m'avoir accompagné dans ce moment historique qui se vit en ce moment. Emmanuel Macron, mais aussi le Premier ministre britannique, le chancelier allemand se rendent